Ce soir, on va vous parler du domaine du Rayol. Gilles va vous présenter sa philosophie du jardin planétaire et du jardin du domaine du Rayol, qui est une expression de ce jardin planétaire. On va vous raconter un petit peu comment on a créé un jardin chilien au domaine du Rayol. Et puis, enfin, je vous ferai un petit peu d'histoire naturelle du Chili. Voilà ce qu'on a prévu. On a même prévu un peu trop, je crois, parce qu'on s'est mal coordonné, ce qui n'est pas un signe d'intelligence. J'avais prévu une conférence, et Gilles aussi. Donc, ça faisait deux conférences en une. Donc, on va essayer d'être concis et plus bref que prévu. Non, je vais juste alors introduire le domaine du Rayol et vous parler un petit peu du Conservatoire du littoral. Et après, je passerai la parole à Gilles qui va vous expliquer dans quelles circonstances il a été appelé par le directeur régional du Conservatoire du littoral au Rayol. Parce que tu es arrivé sur ce projet du Rayol avant moi, mais je suis arrivé au Rayol avant toi, parce que mes grands-parents étaient toulonnais et mon grand-père avait acheté en 1947 un bout de terrain au Rayol. Et il y fit construire une maison de villégiature. C'est donc enfant, je venais régulièrement au Rayol, c'est là que j'ai appris à nager, que je regardais les poissons dans la Méditerranée. Alors, le domaine du Rayol, il a été acheté en 1989 par le Conservatoire du littoral. En 1989, le Conservatoire du littoral a 14 ans. C'est-à-dire qu'il a été créé en 1975 au cœur d'une période faste, ce qu'on appelle les 30 Glorieuses. Ça veut dire quelque chose, les 30 Glorieuses? C'est une période de prospérité économique, de développement, plein emploi. Quand le bâtiment va, tout va, selon l'adage consacré. Et tout allait bien. Sauf que ces 30 Glorieuses, elles ne s'appliquent pas forcément à la protection de l'environnement. Effectivement, pendant cette période, on a beaucoup bétonné le littoral en particulier. Et des esprits éclairés de la DATAR au ministère de l'Aménagement du territoire observent ce qui se passe sur le littoral et se disent on ne peut pas continuer comme ça. Moi-même, comme consultant scientifique, très souvent, je travaille sur des sites du littoral méditerranéen et j'ai pour habitude, quand j'aborde un nouveau site, d'aller sur Géoportail. Vous connaissez Géoportail ? Peut-être pas. Bon, sur Géoportail, c'est magnifique. Vous voyez la France en photographie satellite. Et vous avez la possibilité de remonter dans le temps, de voir des photographies aériennes, des sites qui vous intéressent, jusque dans la période des années 30, 50 en tout cas. Et donc, quand je fais une prise de site, je regarde ces photos depuis les années 50, on va dire, jusqu'à la période actuelle, je constate à quel point on a urbanisé le littoral. Et je vous assure, on prend peur. On se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Bon, cette réflexion, ils se la sont dites bien avant moi à la DATAR. Et il y a eu une discussion avec le ministre de l'Aménagement du territoire de l'époque, qui s'appelait Olivier Guichard. Le Premier ministre, c'était Jacques Chirac, et le Président de la République, c'était Valéry Giscard d'Estaing. Et à ce moment-là, c'était en plein cœur de cette époque des fastes des 30 Glorieuses, on se dit il faut protéger l'environnement. Et à ce moment-là, vient l'idée de créer des parcs nationaux comme celui de Port-Cros en Méditerranée, le parc de la Vanoise. Et puis on se dit il faut absolument créer un conservatoire du littoral pour préserver ce qui est unique sur notre littoral, protéger les paysages les plus remarquables et tout ce qui porte de diversité biologique, naturelle. Et c'est ainsi que le conservatoire est né donc en 1975. Alors, à ses débuts, le conservatoire avait une priorité, c'était d'acheter très très vite. Il fallait aller plus vite que les promoteurs. Il fallait soustraire aux promoteurs les terrains constructibles. Et à l'époque, on peut dire presque tout était constructible. Et donc, dans une première phase, le conservatoire avait pour mission d'acheter rapidement, acheter verbe actif, protéger verbe actif. Et puis au bout d'une bonne dizaine d'années, se posait la question de la gestion des sites. C'était bien beau d'acheter des sites, mais les politiques, les élus reprochaient au conservatoire en quelque sorte de geler les terrains dont il avait fait acquisition.
Et donc, les élus disaient, dans la société marchande dans laquelle nous vivons, ils disaient, oui, vous protégez le littoral, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça rapporte à ma commune? C'était la question triviale qui était posée aux délégués du conservatoire. Alors ils avaient beau jeu de dire, oui, mais vous protégez la nature, vous allez favoriser un écotourisme durable sur vos communes, mais cet argument ne suffisait pas. Il fallait faire une espèce de démonstration de la réussite économique locale que pouvaient rapporter les terrains du conservatoire. Et c'est à peu près à cette époque-là que le domaine du Rayol est en passe d'être vendu à Pierre et Vacances, à des promoteurs. Et le délégué de l'époque du conservatoire littoral, il s'appelait Jean-Philippe Grillet, soutenu par quelqu'un qui s'appelait Lucien Chabasson, qui avait été chef de cabinet du ministre de l'Environnement Brice Lalonde. Lucien Chabasson, qui est devenu directeur du plan bleu de la protection de la Méditerranée, le soutenait. Et donc, il a fait le forcing pour pouvoir acheter ce magnifique domaine du domaine du Rayol. Et avant même que le terrain soit acheté par le conservatoire, c'est-à-dire en 87-88, Jean-Philippe Grillet sollicite Gilles Clément. Il dit, voilà, Gilles Clément, c'est peut-être la solution à ce problème du Rayol. On va convaincre les élus, on va convaincre le propriétaire de vendre le domaine du Rayol, et Gilles Clément va nous préparer un magnifique projet. C'est à peu près à ces termes, on a beaucoup reposé sur toi. Il fallait que tu proposes un projet de jardin au domaine du Rayol qui soulève l'enthousiasme des élus et de tout le monde. Alors je te laisse maintenant t'exprimer et dire comment Jean-Philippe Grillet t'a contacté. Il m'a contacté parce qu'il avait entendu parler de moi, mais on ne se connaissait pas du tout. Et on s'est rencontrés, cette journée-là, je m'en souviendrai toujours, à la gare où il est venu me chercher. On est passé pour accéder au domaine, pour ceux qui connaissent, ça vous dira peut-être quelque chose, par le chemin qui est l'ancienne voie ferrée. Et là, on est vraiment tout au bord de la mer. On arrive au domaine de façon comme ça sur le côté. On découvre tout ce relief vraiment merveilleux. Et il était presque l'heure de déjeuner. Et là, il me dit, j'ai ce qu'il faut. Et il me donne un petit biscuit et une tasse de thé. Point. Ça a été toute la journée comme ça. Parce que lui, il est vraiment quelqu'un qui se nourrit de très peu. Il a continué, hein, toujours comme ça. Hein. Il vit de cette façon-là. On s'est très bien entendu tout de suite parce qu'il savait s'émerveiller et raconter comment il vivait ça. Et puis, moi, évidemment aussi, je suis tombé un peu fantastique. Enfin, j'ai trouvé ce lieu fantastique. Il fallait qu'une idée soit proposée avant que le conservatoire achète et que cette idée soit soumise à l'approbation de la commune et des associations locales. Alors, j'ai travaillé avec des tas d'aides, des étudiants, des amis. On a habité cette maison où il y avait des fuites partout. On faisait du feu dans les petites cheminées. Enfin, c'était génial, quoi. Et puis, j'ai fini par proposer ce projet. Et ce projet a été accepté. Donc, à ce moment-là, c'était un an après, hein, à ce moment-là, le conservatoire a... Parce que acheter de force et faire un projet qui n'aurait pas été bien vu, c'était vraiment se mettre au-devant de grandes difficultés. Je pense que là, vraiment, ils avaient tout à fait raison. Hein. Et ça ne s'est pas trop mal passé, même si, au fil du temps, avec les mairies qui changent, l'état d'esprit des communes n'ont pas toujours regardé les choses de la même façon. Il y a eu des incidents. Mais aujourd'hui, ça continue quand même d'exister, et bien. Alors, je vais montrer des images où tu veux, maintenant. Gilles, tu me donnes l'autorisation? Je ne te donne aucune autorisation. Tu vas nous parler de ta philosophie du jardin. D'accord. Voilà, alors, et on t'écoute attentivement. Bon. Lorsque j'ai voulu faire une proposition, j'ai été d'abord frappé par toute une flore qui existait là, exotique,
majoritairement dominé par des eucalyptus, des plantes australiennes, parce que c'était les plus grands, les plus visibles, mais il y avait aussi d'autres espèces arrivant d'Afrique du Sud, un petit peu. Bref, l'hémisphère austral était présent dans une friche, parce que depuis 15 ans, c'était abandonné, un petit peu girobroyé par les gens qui s'en occupaient, le couple Robignat avec le chien, Azor et tout. Bon. Mais il n'y avait pas vraiment de jardin. Il y avait quelque chose. Il y avait aussi des arbres morts du fait de. On était en 89, 8, ça a commencé, 2 ans après un gel très fort. Et il y avait beaucoup d'arbres morts. Enfin bon. Mais aussi une dominante d'acacia, comme il y en a toujours. Vous le connaissez ça sur la Côte d'Azur. Ce sont des choses qui arrivent au 19e, qui viennent d'Australie. C'est récent, mais c'est devenu tellement colonisateur qu'il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois qu'ils ont enlevé les panneaux, sur l'autoroute qui longe la mer entre Toulon et puis Nice, il y avait des panneaux sur les mimosas, au moment où ça fleurit. Pour s'en vanter, d'ailleurs, il y a Bormes les mimosas, quand même, ça existe. Et c'est une exotique. C'est pas grave qu'elle soit exotique. Hein. C'est juste qu'elle est très combative et au domaine du Rayol, elle est extrêmement présente. Alors bon, je me dis, voilà, ces plantes-là sont extrêmement connues, mais toutes les autres de l'hémisphère sud, on ne les connaît pas. Celles qui sont compatibles avec un climat méditerranéen qui est celui-là, j'en connaissais un peu parce que j'avais déjà été dans ces régions. Mon bilan carbone n'est pas très bon, hein, j'en suis conscient. Hein. Mais bon, j'avais une idée. Et je me dis, voilà, je fais la proposition d'un jardin austral. Ce n'est pas le terme qui a été retenu, parce que le biome méditerranéen, qui est l'ensemble des compatibilités de vie sous un climat déterminé, contient aussi des zones dans l'hémisphère nord. C'est le cas évidemment de la Méditerranée, et il y a quand même de quoi faire. D'ailleurs, on n'y est pas allé, on n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas fini. Hein. 25 000 espèces méditerranéennes autour de la Méditerranée. Exactement. Et là, on est loin d'avoir trouvé le truc. Hein. Et puis, la Californie, des zones comme ça. Étant donné qu'on est dans une situation de biome et que ça porte sur la totalité de la planète, ça renvoie à la notion même de jardin planétaire, qui est une des... Je n'avais pas encore proposé le thème, et l'exposition qui a eu lieu en 2000, c'était quelques années plus tard, l'exposition qui s'appelait Jardin planétaire à la Villette. Mais cette idée, elle est venue beaucoup grâce à ça, beaucoup grâce au domaine du Rayol. Et au fait que des plantes qui vivent dans une zone climatique comme celle-ci peuvent aller sur un autre continent où il y a les mêmes climats et s'y adapter sans aucun problème. C'est le mécanisme même du brassage planétaire qui est quelque chose qui existe depuis toujours, mais que les humains ont accéléré. Mais enfin, ça suppose, et c'est ça les seules limites, vraies frontières biologiques, il n'y en a pas d'autres, hein, il n'y a pas de frontières administratives chez les plantes et les animaux. Ils ne font pas la guerre spécialement. Par contre, ils vont avoir du mal à franchir quelque chose qui est une limite climatique. Donc je me dis, pour qu'on ait un jardin qui parle de cet ensemble extrêmement riche, au mètre carré, c'est en Afrique du Sud qu'on trouve le plus grand nombre d'espèces, hein, François. Oui, il y a une grosse concentration d'espèces dans la région du Cap. Sur la péninsule du Cap et ses abords, imaginez que sur 500 km² à peu près, donc c'est pas beaucoup, 500 km², un carré de 50 sur 10 km, vous avez 2600 espèces de plantes à fleurs sur ce territoire. Par contre, à titre de comparaison, la France rassemble à peu près 4000, 4500 espèces. Vous voyez, il y a une très très forte concentration de plantes dans la région du Cap qui est équivalente à celle des forêts tropicales en fait. Donc je me disais que c'était utile d'avoir un jardin qui nous apprenne quelque chose sur des territoires où on va pratiquement jamais, parce qu'on nous disait toujours qu'il faut aller faire le touriste au Japon ou aux États-Unis, jamais en Australie. Jamais. Et en Afrique du Sud, encore moins. C'est bon, le tourisme, c'est pas mon truc, mais au moins pour qu'on aille découvrir et comprendre. Et alors, ces photos qui suivent là sont juste des prises en compte de cette dimension qui quand même est illustrée au domaine du Rayol dans le cadre du bioméditerranéen. C'est la notion de jardin planétaire et c'est du fait que nous sommes tous dans l'eau, dans un jardin. Le mot jardin veut dire enclos. Nous sommes dans la limite de la biosphère et tout est mouillé là. Bouge pas.
Ça, c'est la limite de la troposphère. Ça, c'est le fond des océans. Tout le reste, c'est de l'eau. De l'eau, il y en a partout, même ici. On ne la voit pas, cette eau, parce que les conditions de la condensation n'y sont pas. Mais si elles y seraient, vous serez dans un brouillard. Et cette eau, sans cette eau, il n'y aurait rien, absolument pas de vie. Donc cette petite biosphère, c'est un jardin. Ça, c'est la raison la plus importante. Évidemment, il y a d'autres raisons. Il y a la couverture anthropique. Et la planète peut être considérée comme un jardin parce que le jardinier, il est partout, hein, même là où il ne met pas les pieds, c'est ce qui s'y passe. Et puis, la troisième notion, en dehors de la définition du mot, c'est le brassage planétaire. Le premier jardin, fait par les humains, qui donc porte le nom de jardin ou paradis, voilà, il est celui qui est créé comme un enclos protecteur pour protéger quelque chose qu'on est allé chercher, qui vient d'ailleurs, et qu'on met, pour pas qu'il y ait des prédateurs qui viennent les manger, qu'on met dans une situation de protection. Ces choses qu'on vienne d'ailleurs, parce que les gens qui parcouraient la planète sans se sédentariser, les nomades, savaient où c'était, les ont apportés. C'est une importation. Et on est allé importer comme ça de plus en plus d'espèces venant de plus en plus loin, avec des moyens techniques de plus en plus forts. Donc finalement, le jardin, par définition, il est le lieu du brassage planétaire, végétal, mais enfin aussi animal, forcément. Et ce mécanisme-là, les humains l'ont accéléré pour la nécessité de vivre, mais il existait aussi avant. Vous voyez, une graine d'érable, elle tourne comme un hélicoptère. Une graine de pissenlit, elle s'en va très haut. Et tout vole, et tout circule. Et la plus grosse graine du monde, c'est la noix de coco. Je me répète, hein, excusez-moi pour ceux qui connaissent l'histoire, mais bon, elle flotte, et elle flotte autour de la couronne tropicale, et on ne sait pas son origine géographique. Et tout est comme ça. Et quand on dit ça, c'est une native, depuis quand? On ne sait pas. Quelquefois, depuis très 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 peu de temps, alors qu'on croit qu'elle a toujours été là. Non. Et puis il y en a d'autres qui arrivent et disent, elles n'ont pas le droit d'être là. Mais pourquoi? Nous sommes dans une situation de changement climatique. Imaginez que les plantes qui sont déclarées comme étant natives n'acceptent plus le changement climatique. Elles s'en vont. Opportunisme biologique, elles vont ailleurs, là où c'est possible pour elles de vivre. Et que celles qui arrivent, qui viennent d'ailleurs, n'ont pas le droit d'exister, on les tue. Mais il reste quoi? Vous voyez dans quelle situation on se trouve, là? Sur la planète, partout et tout le temps, il y a eu des bouleversements. La vision fixiste d'un jardin n'a pas de sens. Ça participe de l'évolution. Merci Darwin, merci Lamarck, hein, aussi, on oublie celui-là. Mais voilà, on est dedans, et les mécanismes du brassage... Alors, je ne sais pas où on en est, là. Hein. Ah, t'as le truc, là. C'est débloqué. Ah oui, d'accord, tu t'amuses. Tu vas pouvoir commenter ton diaporama. Allez. Alors, je le fais revenir au début. Bon, là, voilà, la planète, on l'a vue. Ça, j'aime beaucoup cette image parce qu'on voit qu'on est dans l'eau. Les nuages au-dessus, hein, les humains ne s'installent pas trop là-dedans. C'est des nuages orographiques qui se construisent tous les jours sur l'île de la Réunion. Et au-dessus de ces nuages, pratiquement, il n'y a pas d'habitat, mais il y en a entre les deux, entre la mer du bas, la mer du haut et l'eau du haut, si on peut dire. Voilà. Et donc, au domaine du Rayol, vous voyez ici une image, on est au bord de la mer, bien sûr. Il y a aussi de l'eau dans l'air, il n'y a pas de problème. Mais c'est un lieu, c'est le seul, le premier, où j'ai pu proposer quelque chose qui est en rapport avec cette notion de jardin planétaire. L'idée était d'apporter des végétaux qui traduisent des identités paysagères typiques de ces régions du monde. On n'y est pas arrivé partout, mais on a essayé. Les biomes, c'est les ensembles de compatibilité de vie, je vous en ai parlé. Le biome méditerranéen est ici en orange. Vous avez la Californie, Chili central, Afrique du Sud, Australie. Il y a des plantes au domaine du Rayol qui viennent de la Chine. Il n'y a pas de vrai climat méditerranéen en Chine, mais il y en a quand même des plantes qui arrivent à pousser là, hein, les Chinois. Qu'est-ce que tu dis là-dessus? Qu'est-ce que je dis sur le sujet des plantes chinoises? Oui, il n'y a pas de climat méditerranéen en Chine. Il n'y en a pas en Nouvelle-Zélande, parce qu'on a constitué aussi un petit jardin néo-zélandais. On va dire qu'il y a un climat approchant avec une
une période d'été moins arrosée, qui est la période la moins arrosée de l'année, mais il n'y a pas de sécheresse estivale au sens strict. C'est une région qui se trouve au nord de l'île du Sud de Nouvelle-Zélande. Alors on peut dire qu'on approche le climat méditerranéen, mais au sens strict, ce n'est pas un climat méditerranéen. Non. C'est plutôt un climat qui ressemble à celui qu'on trouve à Brest, par exemple. Donc c'est un climat breton. Climat breton. Sauf peut-être dans le centre de l'île du Nord. Enfin bon. Ça, c'est le continent théorique, qui est une figure que j'aime bien parce que bon, ça montre l'ensemble des continents rassemblés entre eux. On voit que la masse au nord de l'équateur est plus supérieure à celle du sud. Voilà, c'est logique. On voit la place du climat méditerranéen, qui est des zones en surface de ce climat-là. Elle est assez petite, mais c'est quand même pourtant là qu'il y a presque le plus grand nombre d'espèces. Alors cette figure, je l'ai refaite un peu, parce que là, c'était l'image de Troll imaginée en début du XXe. Mais avec le changement climatique, on pourrait penser, vous voyez, que les zones de ces couleurs-là, comme vous voyez, en noir, par exemple, la zone tropicale, elle pourrait énormément diminuer, parce que ça s'assèche, peut-être, etc. Donc ça, ce sont des hypothèses. Mais il est sûr qu'on doit prévoir les seules véritables frontières biologiques, qu'elles changent. Le concept au domaine est celui-ci. Vous avez la Méditerranée. Alors, la Méditerranée, c'est le gros caillou blanc. À gauche, la Californie. Là-bas, un peu de Chine, d'accord, bon, même si ce n'est pas vrai. Le Chili central, l'Afrique du Sud et l'Australie. Et ça permet d'expliquer aux visiteurs qu'est-ce qu'on veut raconter dans ce jardin quand ils le visitent. Et puis, un essai d'une autre calade sur une plante de la famille des Proteaceae, car il est supposé que cette famille-là ne tienne qu'au Gondwana. On ne le trouve pas ailleurs. Le Gondwana, c'était ce continent qui s'est morcelé. J'en parlerai tout à l'heure du Gondwana. Tu vas en parler. Et que le seul qui est passé au nord, c'est l'Inde. Et c'est dans cet ensemble du Gondwana qu'on trouve cette famille qui est commune. Et ça me plaisait beaucoup comme idée parce que ça illustre très, très bien la question de l'hémisphère austral en majorité. Voilà. Enfin, cela dit, quand on regarde une protéacée, on se dit que la calade, elle n'est pas tellement juste. Enfin bon, ce n'est pas un problème. Et ensuite, on crée des paysages. Certains étaient déjà en place, un petit peu, mais qui ont été complètement améliorés. La perspective a été prolongée. Je ne vais pas vous raconter tout ça, ce serait trop long. Mais il y a des plantes qu'on a gardées comme étant révélatrices d'un paysage local. Un des points communs, sur lequel je reviendrai tout à l'heure rapidement, il est que toutes les plantes de toutes ces régions du monde évoquées, qui créent des paysages tous un peu différents, ont quelque chose à voir avec le feu. Toutes sont des pyrophytes. Toutes ont besoin du feu pour vivre dans le temps, c'est-à-dire assurer leur pérennité. Il faut qu'il y ait des levées de dormance des graines pour certaines espèces qu'on appelle des pyrophytes actives et des écorces ou des protections, une espèce de carapace idéale pour celles qu'on appelle des pyrophytes passives, comme le chêne-liège, si vous voulez. Donc ça, c'est aussi le sujet, évidemment, d'un très long temps de sélection. Et les pays qui, avec les dérives, sont arrivés subitement dans une zone où il y a des incendies répétitifs, vraisemblablement se sont fait petit à petit à ça, avec le choc darwinien sélectif. Quelques espèces n'ont pas tenu. Et avec l'évolution lamarckienne, le transformisme, toutes les autres sont celles que nous connaissons et qui se sont non seulement adaptées, mais qui ont besoin du feu. Donc ce point commun me paraissait très important, mais quand je suis revenu d'un voyage en Afrique du Sud où, dans le jardin de Kirstenbosch, les scientifiques m'avaient dit que voilà, le feu, ça servait à ça, j'étais un peu sidéré, quoi. Je dis, mais pourquoi on ne nous a pas appris ça? Je reviens au Rayol, je dis, le feu est un outil du jardin planétaire. Et on pourrait s'en servir, enfin, en zone méditerranéenne, on pourrait s'en servir au Rayol, mais enfin doucement, quoi. Là, on m'a dit, non, il ne faut pas parler de ça parce qu'on va nous prendre pour des pyromanes. Ça se comprend. Et finalement, les cystes, quand même, malgré tout, quand ils veulent le multiplier, il y a des jardiniers ici, ils savent bien de quoi il s'agit, on procède, ce n'est pas le cas de tous les cystes, mais on procède au choc thermique en mettant les graines dans une poêle, on fait chauffer la poêle, on ne met pas le feu dans le jardin, non, on fait chauffer la poêle. Enfin, si Alain a mis le feu une fois, il est où? T'es où, Alain? Lui, c'est un grand, grave, dangereux pyromane. Il a fait un jour, il a invité, il y avait des spectateurs quand même, et on avait tout le monde était autour avec des bidons d'eau, quoi,
pour le cas où. Et l'idée était de montrer aux visiteurs que ça allait être utile. Il fallait qu'ils reviennent 1 an ou 2 après pour voir qu'est-ce qui avait germé suite à ça. C'est ça. Voilà. Bon. Mais on essaie quand même d'éviter ça. Les feux les moins dangereux sont ceux quand il y a beaucoup de vent, parce que là, les plantes ne grillent pas. Il y a les chocs thermiques et c'est tout. Imaginez beaucoup de vent à l'endroit où, le jour où on a fait ça, le jardin prenait feu. Non, on ne fait pas ça. Donc on fait chauffer une poêle, on met les graines, ça fait un choc, crac, et puis ensuite, on les met à germer et ça marche. Bon, ça, c'est quelque chose de délicat, mais il y a d'autres. Il n'y a pas que ça, il y a la fumée. Pour des plantes qui appartiennent à la famille des Restionacées, il faut des chocs chimiques qui viennent de la fumée, donc il faut un feu. Et c'est pareil, on met ça dans une poche en plastique, on met de la fumée, et ça joue ce rôle. Donc il y a un mode de jardinage qui exploite cette dynamique biologique qui est mise en place depuis des millions, des milliards d'années, on ne sait pas trop. Lors de l'exposition Jardin planétaire à la Villette en 2000, on rentrait par une des causes de la création de la diversité, c'est-à-dire les espèces distinctes, par isolement géographique. Chacune des loges était destinée à recevoir une plante ou quelquefois un animal. Et on a mis d'ailleurs là, cette plante-là, qui n'est pas une plante du Chili, ni qu'on n'a pas au Rayol, mais on l'avait mise là, mais que nous sommes allés voir. Je ne sais pas si tu étais là, François. Ah oui, Gilles, quand même. Oui, tu étais là. T'as pas les photos de ça? Je l'ai oublié, dites. Non, mais c'est si. Bon, attends, oui, on a fait un voyage en Namibie ensemble, un voyage un peu court quand même, mais ouais. on est allé voir Welwitschia mirabilis. Parce que il s'agissait d'aller pas du tout faire ça. Il s'agissait d'aller voir des tas de choses et chercher des plantes pour le domaine du Rayol justement, mais dans la zone climatique méditerranéenne. Ça, c'est le désert du Namib, c'est juste au-dessus. Enfin, pas très loin, pas très près non plus. Et moi, quand j'avais appris l'existence de cette plante et que j'avais vu des photos, je me disais, c'est pas possible, il faut qu'on aille voir où elle est, quoi, dans cette zone désertique du Namib. Et du coup, avant même de commencer notre pérégrination, on y est allé, on a fait un aller-retour et on n'a pas du tout regretté. C'était extraordinaire, Welwitschia. Alors, je précise qu'il existe des Welwitschia au Brésil, mais à l'état de fossile. C'est-à-dire que c'est une plante qui autrefois avait un territoire qui englobait au moins la région de Namibie, l'Angola qui est un peu au-dessus, oui. Mais également dans le nord-est brésilien, il y avait des Welwitschia. Et puis, on en parlera peut-être tout à l'heure, oui, parce que j'ai prévu d'en parler. L'Atlantique Sud va se former. D'un côté, il va y avoir l'Afrique, de l'autre côté, il va y avoir l'Amérique du Sud. Et les Welwitschia vont survivre en Afrique et ils ne vont pas survivre au Brésil. Ils vont disparaître. Voilà, ils sont contents de vivre dans cette zone où il ne pleut jamais, mais où le peu d'humidité qui existe parvient à se condenser sur les nervures, pas toutes les nuits, mais bon, et ça finit par couler et arroser les 2 assises génératrices que vous ne voyez pas parce que ça ressemble à un vieux truc sur lequel on aurait mis les pieds et que c'est tout écrasé. C'est pas très joli, mais c'est extraordinaire comme mécanisme. Il y a des insectes, des coléoptères qui fonctionnent de cette façon dans la même région. Elles se mettent en haut des dunes la nuit, toute petite, peu de cette humidité vient couler le long de leurs élytres jusqu'à leur bouche. Et sinon, ils ne pourraient pas vivre, évidemment. Alors, quelques paysages du domaine du Rayol, là on est aux Canaries, avec pour le coup des plantes censées appartenir au climat méditerranéen, mais la question de savoir si les Canaries sont sous climat méditerranéen est encore en discussion. Mais nous, ça nous convient bien, ils poussent très bien et c'est très très beau. Avec évidemment l'emblème, le Dracena draco, les échiums, enfin tout ce que vous voulez. Donc ce sont des plantes emblématiques là qu'on vous montre, qui créent des ambiances telles que ça fait des petits paysages typiques. Les black boys qu'aujourd'hui on n'appelle plus du tout comme ça, on appelle ça grass trees, les xanthorea. Extraordinaire pyrophyte passive avec une protection de ce qui est un stipe, c'est pas un vrai tronc, mais se fait par la base des feuilles. C'est vraiment pour le coup complètement australien, zone méditerranéenne. Voilà les restiaux d'Afrique du Sud. Rappelle-moi le nom de celui-là. Chondropetalum tectorum, celui-ci. C'est un des plus répandus en culture. Oui. Voilà. On fait des toits avec. C'est vrai, on couvrait autre. C'est comme chez nous. On pouvait faire des toitures avec de l'herbe. Un petit peu d'Afrique du Sud avec... Aloe maculata en premier plan, oui. Voilà. Mais quand on fait les voyages en Afrique du Sud, on s'aperçoit que
il y a, je sais pas, 250 espèces ou 150, je ne sais plus combien il y en a, qui sont trop pour la mémoire humaine. Trop pour la mémoire humaine, et qui ne seraient peut-être pas toutes capables de vivre là. J'en montre... Arrête-toi. J'en montre une prise dans le désert du Namib qui ne pourrait pas vivre au domaine du Rayol. Vous voyez comme elle se comporte, elle se rassemble, elle se protège énormément. Et voilà. Une chose qui a disparu aujourd'hui au domaine, et c'est dommage, c'est la divarication, expression d'une ramure qui tourne comme ça sur des plantes majoritairement néo-zélandaises. Et on n'est pas arrivé à les garder, et je ne sais pas pourquoi. Ce serait bien d'en retrouver, parce qu'elles avaient commencé à pousser très bien le long de ce... Là, on est au Chili. Alors là, un jour, on était revenus les uns et les autres avec des plantes. François, lui, il avait dit, je ne sais pas, j'étais pas là, hein, on va faire le Chili Ouest, Est, à cet endroit-là, sur la pente. Et il a occupé tout le terrain, c'était fantastique. Et c'est un des paysages les plus réussis d'un point de vue identitaire, la révélation de quelque chose qui vient d'un pays de ce climat méditerranéen qu'on avait visité un tout petit peu, parce que le Chili, c'est un drôle de bazar. C'est fait que des pouillas et quelques... pas des céréus, comment tu les appelles? Ça, ce sont des echinoptis voilà. chiloensis, qui laissent entendre qu'ils viennent de Chiloé. Alors, il n'y a pas du tout de cactus à Chiloé. Pas du tout. Et les plantes sont parfois pas bien nommées. Ça arrive assez souvent. Même pas des économies de mémoire, en tout cas. Voilà, vue de là-haut. Voilà, oui, c'est la lampe de Pouya, alpestris, avec les echinopsis. Aujourd'hui, il y a un projet, je ne sais pas s'il est en route, hein, je pense, mais les jardiniers du Rayol, hein, si vous voulez dire un mot là-dessus, hein, vous direz. Hein, Alors c'est dommage que ta photo ne les montre pas en fleurs. Ben non, c'est des plantes extrêmement spectaculaires, des plantes qui appartiennent à la famille des broméliacées. Et les floraisons, qu'elles soient bleues ou jaunes, sont absolument fastueuses. Et ce qui est très curieux, c'est qu'il y a des espèces différentes du nord au sud. Vous voyez le Chili, comment il est fait. C'est étroit et très très long. Et ben, pour des zones climatiques même différentes, il y a ces espèces-là, c'est étonnant. En Nouvelle-Zélande, bon, ben, évidemment, le phormium est là, il s'installe assez bien, il lui faut de l'eau. Hein. Et puis quelques autres espèces très emblématiques, les cordylines, les machins, là, les ptospermum, les olearia. Voilà. Et, ah bah tiens, je ne l'ai pas là. Il y en a une qui manque. C'était pour vous parler de ce qu'on a raté. C'est-à-dire... Ah oui, c'est important oui, parce que reconnaître ses fautes. Dans la zone, on appelle une prairie de Carex, on n'a jamais pu les faire pousser, qui vivent de façon vraiment fantastique, avec des étendues considérables, dans le Desert Road, cœur de l'île du Nord, avec un climat quand même méditerranéen là, un sol assez sec, mais pas suffisamment, enfin pas, quand même un peu humide malgré tout. Et nous ne devions pas avoir le même pH et la même humidité, nous n'avons jamais pu les faire pousser. Ça aurait donné un sol dont la couleur était un peu comme ce tissu, parce que ces carex ont cette espèce Et on l'a remplacé par un stipa, tenuifolia. Ça, c'est une plante du Texas. Hein. Alors, identité paysagère, il faut qu'on l'explique aux visiteurs en disant on s'est trompé, on a remplacé, mais c'est pour parler de Desert Road et de l'île du Nord. Voilà. C'est une erreur qui est rattrapable. Le stipa tenuissima donc, du Texas dont tu parles, c'est une espèce que j'ai vue naturaliser en Languedoc, dans le Gard par exemple. Oui. Donc, alors je crois, enfin, je ne l'ai pas vue naturaliser au Rayol, mais le risque est possible. Donc parmi toutes les graminées qui existent en Nouvelle-Zélande, je pense qu'on peut en trouver quelques-unes en substitution. On sera plus cohérent avec le projet. Voilà. On fait des erreurs, hein, quand on crée un jardin, on en fait beaucoup. Et donc, il y a des erreurs qu'on peut rattraper. Celle-ci, on peut la rattraper. Ben, on va essayer. Alors ça veut dire on reprend l'avion. Moi, j'ai un jet privé, hein, comme chacun sait, hein, pour aller dans la Creuse. Non, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire là, parce que ça devient difficile de prendre. On n'a plus envie de prendre l'avion aujourd'hui. Mais il faudrait effectivement repartir en Nouvelle-Zélande. Ce qui s'est passé à ce moment-là, qui est absolument unique, c'est le seul jardin pour lequel ces aventures sont arrivées, c'est qu'avec les gens qui s'en occupent, on est allé sur les terrains dont on parlait. Pas tous les jardiniers, malheureusement, ont pu faire ces voyages-là. Ça s'est fait à nos frais. Hein. On n'a jamais demandé au conservatoire de nous offrir le billet. Hein. Mais on n'a pas regretté non plus de faire ça. Donc on est encore en Nouvelle-Zélande avec toutes les Dicksonia, il y a 2 ou 3 espèces qui tiennent bien la route. Et juste une image pour montrer le point commun au niveau de la gestion. Même les fougères, quand elles brûlent, hein,
elles repartent. Hein. C'est des bonnes pyrophytes passives. Il y a en Afrique du Sud des bulbes qu'on appelle les fire lilies parce qu'elles ne fleurissent que lorsqu'il y a eu un incendie. Il faut un choc sur le sol. Ce sont des plantes, c'est le bulbe qui n'est pas un choc sur quelque chose qui est un organe déjà résultant d'une fécondation. C'est autre chose. Mais ça signifie sans doute que la plante reçoit l'information qu'il y a un danger, il y a quelque chose qui se passe. Il faut qu'elle fleurisse pour faire les graines. C'est comme quelquefois, quand il y a des ouragans dans certaines régions, il y a à l'île Maurice un arbre qui porte le nom d'un ouragan, parce qu'il ne fleurit que lorsqu'il y a eu l'ouragan. Mais c'est justement pour se reproduire, parce que sinon, il risquerait de mourir cassé et il n'y aurait plus rien. Ce qui se passe, c'est qu'au Cap, les sols sont extrêmement pauvres. Ce sont des sables de quartz assez purs, c'est du verre pilé, on va dire. Donc il y a très peu de sels minéraux dans le sol. Et le feu est nécessaire à certains moments pour régénérer les écosystèmes, parce que les cendres remettent en circulation dans le sol des sels minéraux. Et il y a avantage pour des plantes comme la plante à bulbe que tu as montré, le lys de feu, à fleurir juste après le passage du feu, parce que le sol est enrichi, que la plante fleurit juste après le feu, elle va émettre des graines, et les graines vont trouver une situation propice à la germination, un sol riche en cendres, de la lumière, alors que quand le fynbos, le maquis local, est élevé à hauteur d'homme, il y a moins de lumière pour les bulbes. Les arbustes sont serrés. Donc voilà, il y a des avantages sélectifs à fleurir juste après le feu. Alors, donc c'est cette histoire-là du feu comme, si je dirais que c'est à proprement parler un outil de gestion, mais comme quelque chose que l'on doit prendre en compte en entendant bien qu'il s'agit majoritairement de quelque chose de positif pour le monde végétal. Hein. Les humains habitant dans une forêt qui prend feu, c'est pas terrible. Et il y a des animaux qui en souffrent aussi beaucoup. L'autre particularité de ce domaine du rayol, c'est que c'est un écosystème émergent massif qui occupe la totalité du jardin. Qu'est-ce que c'est qu'un écosystème émergent? C'est quelque chose qui résulte d'un mélange entre des espèces qui sont là, prétendument natives, on ne sait pas depuis longtemps ou pas, on ne sait pas, mais elles sont là, avec celles qui viennent d'arriver, et que cette fois-ci, nous avons apporté. C'est évidemment quelque chose qui est très très banal dans beaucoup de jardins, puisqu'il y a beaucoup de plantes exotiques qui sont arrivées par goût. Les humains ont fait ça depuis longtemps, ou par nécessité vitale. Hein. La pomme de terre, elle ne vient pas de chez nous, hein, tout est comme ça. Mais là, l'idée, et on ne sait pas encore si on y est arrivé, c'est de faire en sorte que ce soit un écosystème émergent sans assistance humaine. L'assistance humaine, l'intervention humaine vient du jardinier artiste qui intervient en résolution esthétique à des endroits XY partout. Mais l'écosystème émergent résultant de ces plantes qui viennent d'arriver et d'autres avant, il est idéal si celles qui viennent d'arriver et celles aussi qui étaient là avant, bon, on ne sait pas comment elles s'étaient entretenues, se passent de l'eau, de la tonte, enfin des machines qui nous embêtent, qui détruisent, ou qui polluent ou qui font du bruit. De l'eau, on la dépense, on sait qu'on va avoir de plus en plus de problèmes là-dessus, qu'on va être obligé de la gérer complètement différemment. Et l'une des ambitions, c'est un projet du domaine depuis le début, c'est comment fait-on pour ne pas dépenser d'eau? On ne sait pas le faire, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. On n'y arrive pas, hein, pour l'instant. Là, en ce moment, il y a Joris Mazafon, quelqu'un qui, lui, a fait l'étude des mines, enfin, on est dans un autre monde. Ils sont venus faire un atelier au domaine pour aller vers cette direction qui serait de trouver l'eau là où elle est sans qu'on ait à la dépenser, et de la répartir sans que ce soit une dépense extravagante. Voilà. Donc ce n'est pas que l'eau d'ailleurs, puisqu'il y a toute la question de l'énergie solaire qui nous a été refusée, on n'avait pas le droit de mettre ça, nanana. Bon, ça commence à se calmer ce jeu-là, mais on va peut-être y arriver. Donc dans ce domaine, il y a une série d'interventions expérimentales qui viennent de ce qu'on a pu comprendre quand on est allé voyager et parler de justement un biome comme celui du climat méditerranéen dans le monde. Comment faire pour qu'il existe sans qu'on détruise, etc. Alors, je vais passer la main à... Bon, ça, c'est Pas tout à fait, Gilles. Il faut qu'on parle de la création du jardin chilien. Oui, pardon, mais voilà, je te montre. Ce qui serait bien, c'est que tu reviennes sur une des images du jardin chilien du Rayol et qu'on raconte un petit peu comment on a créé ce jardin. Oui.
Bon, je te fais pas grief d'avoir oublié qu'on était en Namibie ensemble. Tu te souviens qu'on est allé en Chili ensemble quand même? Ouais, ce soir, c'est quand même important que tu te rappelles. Attends, j'ai ta photo. Ah oui, Je vais te la montrer. Je vais te la montrer. Bon. Donc on a un peu voyagé ensemble. Oui, oui. Non, on s'est jamais engueulé. Non. Non, il y a une fois, bon, si, c'était en Tasmanie, dans le camping-car. Il avait passé une nuit abominable. Parce qu'on dormait tous les deux sur la même banquette, tête bêche. Oui. Et la nuit était assez agitée pour moi. Enfin, on était tête bêche parce que tu craignais mes ronflements. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Et le matin, tu étais complètement décalqué. Hein, oui, ça c'est vrai. parce que tu me reprochais de t'avoir mis des coups de pied pendant la nuit dans le visage. Les coups de pied de À part François Macamoulin. Il n'y a jamais eu d'heure entre nous, c'est toujours de l'entendre en voyage. Peut-être, oui, enfin bon, voilà, bon, il a tout dit. Donc on est allé au Chili Oui. pour comprendre la flore du Chili et organiser ce jardin du Rayol. Et à l'époque, parmi tes étudiants, tu avais un jeune agronome chilien, réfugié politique, qui s'appelait Silton Bustamante. Et tu l'avais demandé s'il était possible qu'il prépare un petit voyage d'études au Chili central. Et il se trouve qu'il avait un ami, dont je me rappelle que le prénom, qui s'appelait Carlos. Et Carlos travaillait au ministère de l'Environnement chilien. Et il nous avait obtenu un rendez-vous avec, s'il vous plaît, le vice-ministre de l'Environnement chilien. Bon, on n'en demandait pas autant. Mais donc on a rencontré ce vice-ministre, les échanges sont bien passés, on expliquait qu'on venait du domaine du Rayol, qui était autrefois la propriété de l'avionneur Henri Potez. Et au Chili, ils connaissent bien Potez, puisque c'était les Potez 25 qui apportaient le courrier postal depuis Buenos Aires jusqu'à Santiago. Donc le message est bien passé, même si Silton a fait valoir quelques idéologies marxistes qui sont moins bien passées. Et finalement, on nous a offert un séjour d'une semaine avec un chauffeur et puis Carlos comme guide. Et ça nous a permis d'aller voir deux parcs nationaux au Chili, le parc de la Campana qui est au nord de Santiago, et puis le parc de Siete Tassas qui est plus au sud. Siete Tassas, voilà. Mais pas l'Elqui. Après, tous les deux, on est partis ensemble faire un tour alors, au nord de Santiago. On a longé la côte dans une zone qu'on appelle le Norte Chico, le petit nord. On a une transporté zone méditerranéenne une semi-aride. chèvre. On est monté dans la vallée d'Elqui où on produit un très bon pisco. Le pisco, c'est la grappa chilienne. Tu te souviens qu'on a transporté une chèvre? On a transporté une chèvre, oui, pour dépanner un berger, tout à fait. Il faut se montrer altruiste de temps en temps dans la vie. Qui ne voulait pas marcher. Bon. Oui. Alors, la difficulté qui se posait à nous quand on a voulu réaliser ce jardin du chilien du Rayol, c'est qu'il y avait très peu de plantes chiliennes sur le marché horticole français. Donc, il nous fallait trouver des moyens d'en trouver, soit à partir de graines, soit éventuellement de faire entrer quelques jeunes plants avec nous dans nos bagages. Alors, Silton a bien voulu s'occuper d'une petite mission, et c'est grâce à lui qu'on a obtenu les fameux Quisco, les cactus cierges qu'on vous a montrés tout à l'heure en photo. Ah, ça, c'est des photos de voyage, d'accord. Tu sais qui c'est? Non. Bah, c'est toi. Comment voulez-vous que je me reconnaisse? Oui. Voilà. Donc la photo d'avant, c'était le désert d'Atacama, un endroit où nous ne sommes pas allés faire de la botanique, mais ça c'est un voyage très ancien que j'avais fait en rentrant du Nicaragua. Donc vous voyez, là c'est le parcours Amérique du Sud, et c'était en 71, je ne vous dis pas. Mais bon, j'avais... C'est presque le parcours de Darwin, hein, je me permets de le dire. Mais là, on arrive plutôt au nord de la zone, justement, méditerranéenne, pas loin de la Serena et la vallée de l'Elqui. On est dans cet incroyable paysage que je trouve, moi, très, très beau, où on rencontre toutes les espèces qui résistent à un climat méditerranéen vraiment sec, limite subtropical sec, bon, avec des plantes comme celle-ci indigènes et d'autres où on nous dit « Ah ben non, ça, c'est pas, elles n'ont pas le droit d'être là, elles viennent d'Afrique du Sud ». C'est le Mesembryanthemum crystallinum, pas loin de la série, très beau, hein, qui est vraiment une très belle plante. Voilà, bon. Et moi, je suis revenu 2 ou 3 ans après au même endroit. Et là, il y avait, parce qu'il fallait la tuer, soi-disant, la pauvre plante. Et en fait, là, il y avait des lotissements. Bon, donc elle n'y était plus, ça ne fait pas de doute. Et ça fait partie donc du brassage planétaire à tout niveau.
On a... Les Pouillas dont tu parlais tout à l'heure, voilà, on a en été fleurs, scotché effectivement. par les Pouillas. Plante de la famille des Broméliacées, de Celui-là, l'ananas. il s'appelle chilensis. Une sorte d'ananas géant, finalement. Il porte le nom du pays, celui-là. Celui-là, il porte le nom du pays. Pouillas, oui, chilensis. Il me semble. Hein. Les jardiniers, oui. Ils disent oui. Donc vous les voyez dans leur contexte. Hein. C'est un Pouillas cerulea, oui. Sous-espèce cerulea. Il est dingue, hein, Il celui-là. pousse sur des terrains de nature granitique, non pas volcaniques. Il ne faut pas imaginer qu'au Chili, il n'y a que des terrains volcaniques, même s'il y a beaucoup de volcans. Il y a aussi des terrains de type granitique. Voilà, puis ça caractérise un paysage avec du gris comme ça. Enfin, ça marque, quoi. Quand on les voit. Parce que là, il y a la brume de mer, la Camanchaca dont je vous parlerai tout à l'heure. Et c'est vrai que le matin, sur ce littoral, on a souvent un plafond bas, un ciel gris. On est monté en altitude, on est allé jusqu'en Lelki, ou presque, pas tout à fait quand même, enfin de la vallée en tout cas. Et là, moi j'ai découvert quelque chose, je ne sais pas si tu te souviens, les pierres de l'érosion qui viennent recouvrir une plante qui pousse, comme par exemple certaines capucines qui sont originaires de ces régions, mais elles finissent par avoir la possibilité de ressortir alors que leurs racines sont beaucoup plus hauts et recouvertes d'élébouliers. Et elles vivent parfaitement bien comme ça, elles sont même protégées. Ce sont des plantes des éboulis, comme on peut en trouver dans les Alpes, ou sur le Mont Ventoux, tout le monde connaît le Mont Ventoux. Il y a beaucoup de plantes comme ça qui sont à même de supporter un ensevelissement et puis de repartir ensuite à partir d'un enracinement qui est profond finalement. Mais là, il n'y a que ça. Et puis, la diversité, pas la diversité, le nombre énorme de ces acacias qui peuplent toute la partie un petit peu correspondant à ce que nous appelons, nous, la garrigue ou les épineux, qui se protègent. Je ne sais pas si ceux-là émettent des toxines au bout des feuilles. Je ne crois pas. Non. Donc voilà, donc il ne s'agit pas de s'en approcher trop près quand même. Hein. Ça pique. On les a plantés au domaine du Rayol. C'est l'acacia cavenne du Chili. Hein. Cavenne, oui. Mais ce n'est pas le carou. Si, c'est le carou qui émet les toxines. Le carou, c'est en Afrique du Sud. Oui, c'est en Afrique du Sud. Ouais. C'est lui qui émet les toxines au bout de ses feuilles. Quand l'impala arrive ou quand voilà. Et qui émet en même temps un gaz éthylène prévenant les autres acacias autour pour pas qu'ils soient mangés, vous voyez. Mais là, on n'a pas les mêmes prédateurs. Cette photo, moi, elle me pose question, docteur Macquart. Elle a été prise au Chili aussi ? Elle a été prise au Maroc, c'est l'arganier. Oui, un peuplement d'arganier. Oui. Et au Chili, les acacias font pareil. Je ne sais pas si j'en ai une. Pas tout à fait pareil, mais quand même. Ils sont distants, quasiment équidistants. Alors, ça, c'est pas que des acacias qui font ça. Il y a une compétition pour l'eau aussi qui intervient. Alors, peut-être compétition pour l'eau, peut-être une conversation, quelque chose. Après, les toxines, alors, intraspécifique, c'est compliqué. Ben oui, mais on devrait savoir ça. Enfin, on mesure notre ignorance avec... oui, là, tu es en train de montrer qu'on ne sait pas, là, donc c'est pas bien. L'auditoire va penser qu'on n'est pas du tout compétent. Écoute, si on veut faire une plantation à côté d'un arbre comme celui-ci, même si on a une terre fertile et tout ce qu'il faut, et qu'on ne le met pas à la distance voulue, peut-être qu'on fait une connerie. Ah, des conneries, on en fait dans la vie, ça, je te le confirme. Bon. Pas seulement en jardinage. Hein. Oui. Donc voilà, des paysages très particuliers dans le sens où il y a une distance entre ces espèces. Elles savent vivre comme ça et nous ne savons pas forcément les raisons pour lesquelles ça marche comme ça. Ça, ce sont des botanistes atterrés ou attentifs, je ne sais pas trop. Parce que je n'aurais pas su expliquer l'image. Oui, effectivement, là, merci de ton exégèse. Et on était ensemble. Je ne sais pas où tu es là-dedans. Il est là, lui, non c'est Silton, effectivement. C'est Bustamante. Bon, qui était parent issu des Mapuches. Hein, peut-être qu'on regardait des canards vapeur dans la rivière. Et puis, une très belle rivière. Enfin, bon, on ne voulait pas se pencher, vu qu'il n'y avait pas trop de garde-corps, pour regarder ça. Les Siete-Tas, c'est ça. C'est beau, Siete-Tas. Ça valait la peine. Mais bon. Et puis cette photo, je la montre à cause des Gunéras, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve chez nous, et on ne sait pas trop d'où ça vient, mais dans la cordillère, il y en a plein, le Manicata et l'autre. Et quelques espèces qui viennent d'Europe se sont installées aussi. Et il y a cette image-là avec un rosier épineux qui a joué un rôle, c'est certainement sur la protection de
contre la prédation, ça c'est quelque chose chez nous qu'on appelle la friche armée, c'est connu, mais qui a peut-être renforcé la protection des jeunes ligneux poussant sur des flancs. On avait vu ça sur, alors je ne sais plus quel volcan, avec une végétation récente qui venait de s'installer et une protection d'épineux. Tiens, là voilà. Comment s'appelle ce volcan? Justement, j'ai un doute. C'est Rosa, évidemment, mais c'est un églantier. Oui, c'est un églantier. Oui. Il n'y a pas du tout d'églantier originaire d'Amérique du Sud. Donc ça a été apporté. Donc c'est une exotique qui vient dynamiser, si vous voulez, un accès au climax forestier. Bon, ça c'est les Gunnera dans mon jardin pour montrer comment on les aime bien et on les invite à faire des choses là, voilà. Spectaculaire. Le Notophagus antarctica. J'en parlerai tout à l'heure des Notophagus. Qui s'est couché. Oui. Lui, il est chilien aussi. Mais pas le chevreuil. Non, il n'est pas chilien. C'est pas d'introduction. Non, il était venu dire bonjour. Et je vais finir sur les questions qui se posent de façon un peu cruciale et dure pour nous, le changement de climat. Ça, c'est dans ma région, dans la Creuse. Il y a 3 ans, 4 ans, il y a eu, suite à 4 années de sécheresse, vraiment des apparitions dès le mois de juillet, août, terribles, de végétaux grillés, de l'herbe. C'est de l'herbe, ça. Ça n'a pas l'air. Hein. Alors, les vaches, elles ne pouvaient plus venir pâturer, évidemment. Ça, c'est dans le jardin chez moi. Vous voyez comment elle... J'ai pas de gazon, il n'y a pas de problème. Hein. Ça me gênait pas du tout. Mais enfin, c'est bizarre. Le sol était... et il pouvait devenir presque rougeâtre. Et cette image-là, c'est le début d'une petite étude qui a donné lieu à la tour à eau, parce que je reviens sur les questions de l'eau, où on est de plus en plus sollicité pour dire comment on fait. C'est le mont Jabier-de-Jonc, justement après 2 mois et demi de sécheresse complet. Tout était un peu grillé. Je monte et je vois un paysage admirable, bon, d'accord, et finalement, dans une fissure comme ça, quelque chose qui est une sorte de goutte d'eau. Là, voilà, là, vous ne pouvez pas le voir, mais moi, je vous le dis. Ça goule. Alors qu'il n'avait pas plu du tout. Je dis, mais ça veut dire quoi, ce truc? C'est qu'il doit y avoir ces fameux phénomènes de condensation nocturne qui font qu'il y a de l'humidité qui se concentre là. Donc, c'est la source, soi-disant, de la Loire, elle est au pied. Mais non, elle est en haut. Et ce n'est pas celui qui a un petit bout en bas qui se dit être le propriétaire de la source de la Loire. Non. Donc je fais cette analyse et je dis ça comment s'appelle, le truc de protection de la nature là, local, là, Ardèche, le parc d'Ardèche, et qui, si ça les intéresse, et 3-4 ans plus tard, ils me commandent une tour à eau. Parce que moi, j'avais dit, comme ce que je vois, c'est que le mont Jabier-de-Jonc, qui est la cheminée d'un volcan qui, lui, a disparu, est devenu une tour à eau spontanément. L'eau se condense la nuit sur ces espèces de lave très, très, très lisses et fine à cette phonolite, c'est ce qu'on appelle la phonolite, très, très belle pierre, et ça coule. Et donc, bon, j'ai dit, je ne sais pas faire ça. J'ai quand même fait un dessin, puis je suis allé voir un ingénieur qui fait ça à Paris, dans l'Institut de physique, qui m'a dit, ouais, bon, c'est pas très rentable, hein, mais ouais, ça peut marcher. Du coup, on l'a construit. Voilà, c'était juste ça. Et l'équipe a fait un boulot de dingue avec cette phonolite. Tu connais, dans cet endroit. C'est devenu quelque chose comme, voilà, la vasque. Et mon idée, c'est que le mont Jabier-de-Jonc redistribue l'eau des deux côtés. Donc, en fait, la Loire, elle finit dans la Méditerranée aussi et dans l'Atlantique. Donc, j'ai refait la carte géographique. Hein. Et fini, voilà comment ça finit. Et au bout d'1 mois, après la construction, la vasque était pleine. Et on peut la boire. Donc, voilà les petits trop-pleins, un côté Loire, un côté Atlantique, un côté Méditerranée. C'est juste pour dire qu'on est sur un sujet d'urgence. C'est pas parce que dans ce pays-là, à cette zone-là, qui est la ligne de partage des eaux, il pleut. Hein, et on n'a pas besoin forcément de... Mais en général, on est dans cette situation-là. Je ne sais pas comment on va faire au Rayol. Alors, c'est la dernière image, donc c'est à toi. Arrive, mais c'est un petit peu de... Mais c'est bizarre parce que c'est pas la dernière. C'est pas fini, là, on l'a pas vu celle-là. Non. Et j'en ai une que je voudrais quand même montrer. Quand il y en a peu, il y en a encore. Ça, c'est les nuages du jardin. C'est très beau. Très, très beau. Ça, c'est le cloître Noirlac
où j'évoque la question des nuages. Et puis, la discussion entre les plantes, on en a parlé, je ne veux pas insister, on va être trop fatigué. Ce qu'il y a en dessous de la terre, voilà. Et je termine là-dessus, c'est la Arc-Esnan. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus maintenant de jeunes qui prennent la conscience de nécessairement changer de mode de vie et pour les jardins d'avoir un autre mode de gestion. C'est le problème que j'ai un peu évoqué, notamment sur l'eau, mais pas que ça. Ça, c'est le demi-cercle complémentaire à celui qui existait, fait par Claude Nicolas Ledoux à la Saline Royale d'Arc-Esnan. Il y a eu un concours, nous l'avons gagné avec 2 anciens élèves, Vincent Maillot, Leïla Toussaint, sur le cercle complémentaire qui est la partie en haut. Et là, à l'époque, au début, c'était le sel comme de l'or. L'eau s'arrivait par un saumoduc et le sel valait de l'or. Qu'est-ce qui vaut de l'or aujourd'hui ? Et on dit c'est la diversité qui, elle, est en fragilité sur la planète entière. Il faut qu'on puisse savoir s'en occuper. Comment fait-on ? On m'a demandé de faire un appel à projet pour les 22 jeunes équipes sortant des écoles qui se sont inscrits pour faire chaque fois un jardin expérimental basé sur le changement climatique. Et je me suis adressé à eux en tant qu'ourson métis. J'ai bien entendu ? Alors, je répète, ourson métis. Ça vous parle ? Ça vient d'un livre que j'avais lu de Baptiste Morisot, qui est un suiveur, qui est un philosophe et en même temps un naturaliste, et qui raconte comment les ours polaires et les grizzlies se rencontrent, dû au changement climatique. Et les parents sont stressés parce qu'ils ont eu un effort énorme à faire. Et ils font des bébés quand même, malgré tout, parce qu'ils n'ont pas été suffisamment longtemps isolés pour qu'il y ait eu une spéciation due à l'isolement géographique. Ils sont fertiles, ils font des bébés. Les bébés, ils naissent dans le contexte, tout va bien. C'est eux qui apprennent à leurs parents comment il faut faire pour vivre. Donc je me suis adressé à ces jeunes en leur disant « Vous êtes des oursons métis, c'est vous qui allez nous dire comment il faut faire. » Ça ne voudrait pas dire que pendant ce temps-là, nous qui avons fait toutes les conneries du monde dans les 30 Glorieuses et le reste, que nous soyons obligés de continuer à agir de la même façon. Nous devons aussi changer de mode de vie. Donc nos enfants, ils sont nos profs maintenant, véritablement. Ils ont accepté l'idée et c'est en chantier aujourd'hui. Voilà, les travaux ont commencé. On va inaugurer les premiers jardins en juillet. Et puis ça, c'est des étudiants qui sont venus travailler chez moi. Je finis là-dessus parce qu'ils sont rigolos. D'accord. Voilà.